au gré de ces pages. Vous avez évoqué à plusieurs reprises son voyage à Naples, sa découverte du Vésuve. Peut-être pouvez-vous nous donner lecture du 30 mai, de la page de son journal au 30 mai 1811, avec ses impressions, les émotions dont on comprend que ce sont aussi votre somme. Naples. Donc, cette fois, c'est l'arrivée à Naples, où il est emmené avec M. Esménard de l'Académie française. Il faut l'accompagner. En fait, Esménard est un espion à la solde de Napoléon, mais Granet ne le sait pas. Il n'y a que nous qui faisons de l'histoire de l'art qui le savons, et ça, ce n'est dit qu'en dot. Granet, dans le journal, ne s'en aperçoit pas. Mais enfin, c'est quand même quelque chose qui est important qu'il faut le savoir. Donc, il arrive à Naples. Naples. Un mot d'abord sur notre arrivée. Après Capoue, où nous avons pris le repas de midi, nous avons roulé vers Naples. Ce qui m'a frappé, ce sont les peupliers au tronc desquels la vigne s'accroche, les pampres courant d'un peuplier à l'autre. J'ai imaginé quelques peintres attachés à ne rendre que le froissement des feuilles sous la brise devant le ciel bleu, frissonnant de clarté papillonnante. Je ne pouvais être celui-là, tant nous roulions vite. Mais combien de peintres aurais-je pu être que je ne serais jamais? Quelle leçon me fallait-il recevoir de Naples que Rome ne pouvait me donner? À quelle image du monde me faudrait-il encore renoncer? Naples, l'entrée est majestueuse après une descente d'1 heure vers la mer par une large route creusée dans une roche bien tendre, sans doute volcanique, qui tient lieu de fondation de la ville. L'Albergo dei Poveri s'impose de sa monumentalité patricienne et signale la ville toute proche. Nous dépassons ce que je sais être le palais d'église Tully, où bien des objets archéologiques provenant de Pompéi et Herculanum sont déposés. La visite sera pour un jour prochain. Pour l'heure, nous prenons la rue de Tolède, nous voilà d'un coup au cœur de la ville la plus peuplée de l'univers. Du moins l'impression en est donnée, tant qu'une population nombreuse et colorée s'ébat dans la poussière et les fleurs au grand soleil méditerranéen. Jamais Rome n'a ainsi impressionné mon esprit. Les enfants à moitié nus, tout à fait parfois, jouent avec l'eau des fontaines, heureusement nombreuses. Que de chiens, que de chats, quelques porcs, des brebis, des chèvres cherchent des herbes jusque dans les cours des maisons. Le coloris de 1000 robes flottant au vent et au soleil s'accorde aux draperies et linges suspendus à tous les balcons. Quelle féerie, où suis-je? Ailleurs en tout cas, nulle part certainement. Voilà les magnifiques pages et impressions que vous nous offrez. Paul Constant nous dit « La vie est un roman », dans le joli titre qu'elle a choisi pour cette édition des Écrivains du Sud. On vous connaît historien de l'art, peintre également, romancier avec une œuvre toute personnelle. Vous citez Julien Green, qui a beaucoup compté, y compris dans le choix sans doute de cette forme littéraire. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de cette amitié et de l'influence qu'il a pu avoir jusqu'à votre façon d'écrire? Oui, alors la manière dont je l'ai rencontré très rapidement, c'est une époque où j'avais pas trop moins de charges qu'à un moment donné, donc je lisais plus d'une certaine façon. Je prenais un auteur et je le lisais intégralement. Et je m'étais mis à lire Julien Green parce que j'avais lu l'autre, j'avais lu Jacob dans sa nuit, et puis j'avais eu envie de lire un peu l'ensemble de ses romans, sa biographie et bien entendu le journal. Et j'étais à Besançon, sans encore trop savoir ce qu'un métier de conservateur de musée était, et j'ai rencontré Jacques Petit, doyen de la faculté des lettres, qui était le spécialiste à la Pléiade de Julien Green, de Claudel, de Mauriac, enfin de tous les écrivains, on va dire français, de référence chrétienne et catholique. Et je vais voir Jacques Petit et je lui dis, mais écoutez, voilà un auteur qui parle de peinture dans toutes les pages de ses romans, de son journal, etc., qui parle de poésie, qui parle de musée, qui lui-même a voulu être peintre. Ne faudrait-il pas un jour qu'un conservateur de musée s'intéresse à Julien Green pour faire une exposition à partir de son œuvre? Et mais oui, vous êtes là. Vous êtes jeune, lancez-vous dans cette proposition. Donc j'ai fait un... D'abord, il m'a donné l'adresse de Julien Green, ce qui m'a permis de le rencontrer. La première fois, il a été très discret, puis après j'ai eu des rencontres très fréquentes, amicales, avec lui. Il est venu à Aix, on a fait l'exposition de ses photos, parce que j'ai des photos. Le projet d'exposition, je l'ai monté, je l'ai même écrit, le catalogue est prêt, si je puis dire. Et puis c'était trop difficile à faire, il fallait
l'autoportrait de Rembrandt de la collection Mellon de Washington, il fallait un tableau du musée d'Orsay, il fallait un tableau à Londres. Enfin, c'était très. Et au niveau exposition, ça aurait été très disparate et très difficile à mettre en place pour avoir un public. C'est une exposition pour la Bibliothèque nationale, bon, et elle ne s'est pas faite. Mais ça a été pour moi une très grande relation amicale. Bon, je l'ai vu assez souvent. Et j'ai appris à renouer aussi, sans que j'ai jamais parlé de mes projets d'écriture avec lui. Hein. Ça a été de ce côté-là totalement discret de ma part. Mais j'ai vu son écriture et il m'a expliqué aussi comment il écrivait. Un exemple, il me dit Mauriac, lui, quand il écrit un roman, il le reprend 3 fois, 4 fois. Quand vous lisez une phrase de Mauriac, vous pouvez être sûr qu'il y avait 4 phrases. Il en a bazardé 3, il en garde qu'une. Il me dit moi, la différence, quand je commence à écrire, j'ai l'inspiration ou je ne l'ai pas. Si je l'ai, j'écris, je m'arrête. Et je ne reviens plus. Les manuscrits de Green sont pratiquement sans aucune rature. Alors, je ne dirais pas qu'il n'y a pas de rature dans le travail que je fais, mais j'ai une écriture un petit peu comme celle-là, sinon que le travail d'historien qu'il faut faire ensuite et de repérage quand il s'agit d'un journal, parce que, mine de rien, il y a un gros travail historique dans ce journal, oblige à retravailler les textes, mais je vous ai dit que j'avais toujours hurlé, mais le travail littéraire de Julien Green, la façon dont je l'ai lu, la façon dont je lis son journal, son autobiographie, son amour de la peinture et la façon dont il est la sculpture m'ont formé le regard intérieur. Et l'exposition que j'aurais faite, si elle se fera un jour, sait-on jamais, devrait s'appeler le musée intérieur de Julien Green. Voilà, donc ça a été une rencontre très forte. Je dirais pas intime, parce que M. Green était un homme de 80 ans quand moi j'en avais 30, mais très forte. Ça a été... Voilà, chaque fois que j'allais à Paris, j'allais le voir. Une dernière question avant que vous puissiez poursuivre cet échange directement avec Denis Foutagne, que vous puissiez vous faire dédicacer vos livres. Je vais citer une phrase que vous mettez à l'année, mais dont on comprend qu'elle est aussi la vôtre. Écrire répondit alors à une exigence que le geste pictural n'assumait pas. Que cherchez-vous à travers la littérature que puisse vous offrir la peinture ou l'histoire de l'art? Je ne dirais pas plus, je dirais différemment plutôt. Comment dire? L'écriture même de ce journal cherche à comprendre aussi quel est le geste pictural qui oblige Granet à vouloir peindre. Et le temps qui est le sien, qui est, pour reprendre une phrase que j'aime bien de Hölderlin, pourquoi des poètes dans ce temps de détresse? Le temps de détresse était plutôt le temps où tout bascule dans autre chose, où les dieux s'absentent. Granet en fait l'expérience en essayant de rattraper à travers Rome et ça ne suffit pas. D'une certaine façon, c'est la reconnaissance que la peinture n'est plus à même, en tout cas pour Granet, peut-être un peu pour moi. Si je travaille sur Cézanne, c'est pour montrer l'inverse de ce que je dis là, parce que précisément sur Cézanne, la peinture dit tout. Il n'y a pas besoin d'écrire à côté. C'est très différent. Mais Granet, et un peu moi, puisque je ne dirais pas que la peinture est une narration figurative, à part au-delà de laquelle il faut aller, mais l'écriture permet d'aller plus profondément, d'une certaine façon, plus secrètement et plus loin que la peinture. D'abord parce que la peinture elle demande à être vue, à être exposée, etc. Le journal, vous pouvez être tranquillement dans un fauteuil, retiré pour avoir le manuscrit, ou il peut rester anonyme et inconnu, mais sa seule raison d'être, c'est d'exister quelque part. Et moi, je raconte un peu cette histoire du journal de Granet qui aurait pu ne jamais être découvert, qui était caché dans un coffre à Subiaco, et que c'est une autre histoire romanesque pour qu'on le découvre, puisque Granet en fait... il laisse même au père abbé le soin de décider si oui ou non ce journal qu'il a laissé dans la cellule où il a fait une dernière méditation sur
d'Italie, et il laisse au père abbé une lettre en disant vous détruisez ou pas, voilà. Mais j'abandonne ce journal qui dit l'essentiel de ce que... Et finalement, le père abbé va cacher le journal dans une grotte, et quelqu'un, 200 ans plus tard, découvre cette grotte et ce coffre, et trouve le journal de Granet dedans. Quelqu'un, c'est Mathieu Molenoy, qui est une figure que l'on retrouve dans d'autres de vos livres. C'est peut-être une forme de double romanesque. C'est pas une sorte, c'est un double romanesque. Merci infiniment. Merci infiniment, Denis Coutagne. Je vous propose de poursuivre cet échange directement avec notre auteur, à l'occasion de la signature de ses livres. Nous attendons le journal Aixois de Paul Cézanne. Ça ne sera peut-être pas le journal, ça sera une autre manière mais par l'écriture. Mais ça sera forcément, il faut que ce soit très différent. Parce que l'enjeu pictural n'est pas du tout le même. Vous avez aussi la force de vous réinventer à chacun de vos livres et de vous consacrer à vos passions, à votre autre passion, c'est aussi la musique, puisque vous lui avez consacré l'offrande musicale, un de vos précédents moments. Il me reste à vous remercier, Madame Ticard-Desnuel, à remercier Madame le maire au nom de Paul Constant, et à vous donner rendez-vous l'an prochain pour cette manifestation fidèle auquel les Aixois ont encore une fois été au rendez-vous. Merci à la ville d'Aix-en-Provence. Merci.